Amis du noir, bonsoir. Le 7 janvier 2025, j'étais en train de m'envoyer une assiette de pâtes parmesan pesto quand soudain... S'ensuivit toute la crasse médiatico-politico-culturelle pour réaffirmer, afin de rester du bon côté du manche, que cet homme, c'était le diable. Point final. Je suis mort. Le 31 janvier 2025, j'étais en train de m'envoyer une assiette de pâtes, sans rien, because la fin du mois, quand soudain... La tombe de Jean-Marie Le Pen, inhumée le 7 janvier, avait été dégradée. Plusieurs plaques ont été brisées à coups de masse. J'en étais resté coït. Un vieux monsieur, arrivé tout au bout de la vieillesse, avait quitté le quai et des jeunes bobos de centre-ville, très blancos d'ailleurs, avaient fait une sabbat. Et d'autres courageux avaient même cassé sa tombe. S'ils avaient pu, ils l'auraient réanimé, le menhir. On le surnommait le menhir, car il était breton, droit et solide. S'ils avaient pu, disais-je, avant de me couper la parole, ils l'auraient réanimé pour l'embraser en place publique. Au secours ! Même la mort du pédofourniret n'avait pas provoqué une telle vague de haine. Ça avait frôlé la nécrophilie. On ne respectait même plus les morts. On avait perdu la civilisation. Mais dans notre aquarium de la pensée, notre asile à ciel ouvert, j'avais l'impression qu'il y avait mal donne, qu'il y avait une erreur de combat. Car même si on n'aimait pas ses idées, c'était pas le diable quand même. D'ailleurs, le menhir lui-même s'en amusait de cette image de grand méchant. Pour ma part, son panache, son côté rabelaisien, son catholicisme tradit, mais pas très pieux, sa vie bien agitée, son amour de la France, son anarchisme de droite, me le rendaient plutôt sympathique. Et aussi sa grande culture. Il aimait d'ailleurs parler latin et utiliser des mots vieillots. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Le menhir, c'était l'idéal des journaleux. Chaque punchline, comme on dit, qu'il balançait, il l'attrapait comme des chiens devant une côtelette. Après, ils appelaient ça des dérapages ou des provocations et ils en faisaient des tartines pendant des semaines. Ce qui me le rendait sympathique aussi, c'est que c'était un gars du peuple. Il ne venait pas de chez Rothschild. Oui, peut-être. Il avait même bossé comme mineur pour payer ses études. Je fais quand même un pas de côté pour ce qui est de sa période américaine, quand il se prenait pour le Reagan français. Puis il faut avouer qu'il avait des obsessions qu'il rongeait jusqu'à la moelle. L'Algérie française, puis l'anticommunisme primaire, puis l'immigration. Le menhir, c'est peut-être un Trump à la française. Comme j'ai toujours eu la faiblesse de vouloir défendre la veuve et l'orphelin, et que j'adore la provoque, je me suis lancé dans une enquête. Non pas pour faire du cirage de pompe, mais pour piger une manipulation. Comment le système a jeté un os à Roger au gogo pour se faire oublier et continuer ses petites affaires sur le dos du peuple. Quelques mois plus tard, donc, je m'étais coupé les tifs et surtout, je m'étais muni de ses mémoires. Après quelques bouquins en rab et mon ordi, j'ai commencé à gribouiller des notes. Premier truc qui m'a sauté à la face, c'est la carrure du bonhomme. Tout du boxeur. Et quand il écrit qu'il avait envisagé une carrière de danseur, on se marre. Il avait plutôt une carcasse pour cogner sur les cocos dans les 60s et sur les gauchistes ensuite. Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Ah, ça me rajeunit. Malheureusement, cette fois-là, il s'est emporté contre la candidate socialiste. Le Pen, on en a marre de vous, on en a marre. Vous avez compris, on en a marre. Il n'était pas violent, non, mais il n'était pas du genre à faire dans son pantalon. Il pouvait même menacer de mettre à poil. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, vous Et je vais lui retirer son caleçon. Il était même capable de balancer quelques vérités bien cachées sous le tapis. Monsieur Le Pen est une honte. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Il avait une drôle de singularité, le menhir, et je vous mets en pause. Quelle était donc sa singularité anatomique? Creusez-vous les ménages, pendant ce temps-là, je m'envoie un... Vodka martini? Shaken, not stirred. Il était borgne. Il avait perdu un œil suite à une baston ou à un accident de sardine en montant un chapiteau.
C'est pas clair, cette histoire, si je peux dire. Après, il a mis un œil de verre, ça faisait moins pirate. Il avait vraiment une tête à caricature. Bah, faut bien se marrer un peu. Quant aux photographes, ils aimaient le prendre en contre-plongée. Comme ça lui faisait une tête de bulldog, de méchant. Personnellement, j'adore cette photo, même si le Doberman, ça vaut pas le berger allemand. Sans m'étaler sur la mienne d'anatomie, j'ai un jour rencontré la postière du menhir, celle de Montretout, une malgache de Malgachie. Elle aimait bien ce bonhomme, parce qu'il venait chercher son courrier lui-même, et il était toujours souriant. Bah, tout ça, c'était il y a belle lurette. L'histoire est gâchée, et j'ai oublié le prénom de la donzelle, mais pas nos parties de Bill Bokeh endiablées. Bref, je lisais, je notais, mais j'avais quand même un peu la frousse d'être le pénisé. Pas envie d'effrayer mes voisins. Parce que si tu t'approches trop près du menhir, hop, contaminé. C'est même pour éviter la contagion qu'à plusieurs reprises, on a voulu interdire son parti, le Front National, au nom de la liberté, de la démocratie et du bon goût. Car être le pénisé, c'était horrible. C'est arrivé par exemple à Pierre-Jean Chalençon, ancien animateur sur France 2. Il a osé fêter l'anniversaire du menhir. Il a même chanté avec le diable. En prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Sitôt, il a perdu son émission. Il est allé pleurer dans sa caisse, mais trop tard. On vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. C'était foutu. Il a été viré de la télé publique. On sait même pas ce qu'il est devenu. Le menhir, c'était comme Tchernobyl. Fallait maintenir un cordon sanitaire. Même sa propre fille a préféré l'éjecter de son parti pour pas être grillé et se soumettre au système. Il avait pourtant de bien beaux amis, mais personne n'osait le crier trop fort. Et tout en lisant ses mémoires, j'ai décidé de reprendre un à un les arguments qui avaient diabolisé cet homme. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Il avait 12 ans en 1940, et les Boches, il les avait pas collés en poster au-dessus de son lit, because c'est sur une bombe allemande que le chalut de son père a explosé à la Trinité-sur-Mer en 42. 4 années de vacherie et de rationnement qu'il raconte dans ses mémoires. Allô, mes petits farfadets, c'est Jean-Marie, n'est-ce pas? En 44, il a voulu rejoindre le maquis, mais les résistants avaient été vendus comme du jambon au marché noir. Alors, ils sont tous rentrés vite fait se planquer chez eux. Enfin, pour venger son père, il a même eu l'occasion de dissoudre un Allemand. Pas au pistolet à bouchon, pour de vrai. Là, on est loin des bobos parisiens. Il est bien évident que si je tue cet homme-là, les représailles peuvent être terribles. Je n'ai pas le courage de le tuer, voilà. Et je me dégonfle, je regrette pas. Et voilà, mes amours, une roue de la dédiabolisation vite dégonflée, pas collabo, et sûrement moins que le Parti communiste. Ou que la Simone qui travaillait à Radio Vichy, moins aussi que le grand Solpartre qui a pris la place d'un professeur juif dans un lycée. Ah, le résistentialisme de gauche, le grand mensonge, le conte de fées qu'on nous sert à l'école. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Mais on le soupçonnait aussi d'être nostalgique de l'occupation allemande. Quand on la compare à l'occupation d'un certain nombre d'autres pays européens, il faut reconnaître que nous avons, toutes choses égales d'ailleurs, moins souffert que d'autres pays comme la Hollande, la Belgique. Pour cette bafouille, il a été condamné. Because la bonne formule au pays de la liberté d'expression était de dire que l'occupation allemande, l'occupation que je te cause, au sens propre, c'est-à-dire la gestion et le pillage de la France par les vainqueurs, fut horrible. Nous vouloir pain rouge! Ce qui est faux historiquement. Mais il est interdit de dissocier occupation et déportation. C'est l'histoire officielle. Je sais pas s'il voulait minimiser l'histoire des trains, mais il n'est jamais revenu sur ces mots. Je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. Tiens, en causant de train, en 2007, ce fond de chiottes de Maurice Papon, qui avait organisé les wagons pour les camps, venait de clamser. Et un mou du gland a voulu faire son malin. Il va vite être renvoyé à ses légaux. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va, elle? Vrai que le menhir avait de l'estime pour le vieux maréchal. Était-ce un crime de lèche démocratie? Pétain, il a fermé les yeux sur des horreurs innommables, c'est clair. Mais les historiens se chamaillent toujours sur la longueur exacte du couteau qu'il avait dans le dos.
Pour le menhir, lui qui a connu la guerre, comme pour plein de Français, c'était simple. Pétain le bouclier, De Gaulle l'épée. Il a juste eu la déception de ne pas voir ces deux personnages se rabibocher à la Libération, pour la grandeur de la France. Au lieu de ça, ils ont vendu le pays aux Amerlocs. En tout cas, Mécanard, c'est pas lui, mais un ancien président de gauche qui a été décoré par Pétain. Maréchal, nous voilà. Le diable l'aurait donc torturé durant la guerre d'Algérie. Évidemment, on brandit le couteau qu'il aurait paumé sur un lieu de torture. Après des études de droit agitées, des petits boulots pour survivre et se payer le sauciflard, après son engagement dans la Légion en Indochine, le menhir est élu député poujadiste en 1956. Mais pas le genre à roupiller sur les bancs. Donc la même année, en 1956, il quitte le confort de l'Assemblée pour aller se battre en Algérie contre ce qu'on appelle alors les terroristes. En cette période, pratiquement tout le monde veut garder l'Algérie française. Et c'est d'ailleurs la gauche, avec les communistes, qui ont voté les pouvoirs spéciaux. Mais Le Pen, tortionnaire ou pas? Oui, à 99,99. Oui, on utilise des méthodes illégales pour lutter contre des méthodes illégales. C'était la guerre civile, mes grognards. Et ça a explosé dans tous les coins, comme un feu d'artifice le 14 juillet. Les atrocités, il y en a eu des deux côtés. Mais comment avoir des renseignements en pleine guérilla? Tu les grattes pas en organisant une raclette avec 3 cornichons. Non, là-bas c'était l'eau, l'électricité, la vraie, celle qui crépite et qui fait danser le gigot. J'excuse pas, j'explique. Et donc, faut pas oublier que c'était la gauche au pouvoir. C'est même Mitterrand, le futur tonton des années roses, qui a signé la mise à mort de 45 militants algériens. Et c'est même eux, les camarades de gauche, qui ont doublé le nombre d'appelés au front. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, ces branquignoles? Eux qui croyaient encore à l'œuvre civilisatrice de ce vieux raciste de gauche franc-maçon. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Un droit, parce qu'il y a devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Cette gauche aurait mieux fait de considérer les musulmans comme des citoyens à part entière. D'ailleurs, Le Pen lui-même, le 28 janvier 1956, l'a dit à l'Assemblée après sa virée algérienne. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française. Je conclus, offrons aux musulmans d'Algérie l'entrée et l'intégration dans une France dynamique. Au lieu de leur dire, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. Bref, le menhir a fait le sale boulot du troufion. Pas joli, mais c'était le merdier là-bas. Alors aujourd'hui, planqué derrière son clavier avec le cul calé dans son fauteuil, sans avoir jamais rien fait pour la France, c'est trop fastoche. C'est indécent de parler de bourreau sans piger la puanteur de cette époque-là. Jean-Marie Le Pen, c'était le chef des tortionnaires. À Fort-Lamperre, c'était lui. Je suis omniprésent. Il était partout, monsieur. Il était à Fort-Lomprand, il était à la villa des Cisinets, il était à la villa des Fleurs, il était à Bellecour, il était à la Casbah, il était partout. C'est le diable. Et c'est à ce moment-là que mon enquête commençait à se compliquer. En tout cas, j'avais pigé que le menhir n'avait jamais eu d'atome crochu avec Adolfo ou Benito, et qu'il n'avait jamais levé le bras à la romaine. Mais toujours, il s'est dit de droite nationale. Le terme d'extrême droite, ce machin fourre-tout qu'on balance quand on sait plus comment flinguer l'adversaire, il n'en voulait pas. Et il avait compris que cette insulte de fasciste, c'était un croque-mitaine en papier mâché qu'on brandissait pour faire peur aux mémés. En 1972, alors qu'il était rangé des bagnoles, on est venu le remettre en selle pour prendre la tête d'un groupuscule pour l'Algérie française, contre les Rouges et contre la décadence de mai 68. Pourquoi lui? Parce qu'il connaissait le ragot politique, assez modéré, il pouvait rassembler, savait causer et portait bien. Enfin, presque. Donc en 72, c'est la naissance du Front National, selon certains avec des anciens SS. En fait, c'était des anciens de la division Charlemagne qui se sont battus avec les nazis contre les bolcheviks. Il y avait aussi des pétainistes, beaucoup de résistants, des pieds noirs et donc beaucoup de juifs, parce qu'ils avaient tout perdu avec la dépendance de l'Algérie. J'ai quitté ma maison
Vrai que le FN reprend la flamme du MSI fasciste italien, qui est d'ailleurs devenu démocratique. Ils ont voté, et puis après... Mais très vite, il y a une scission avec les plus extrémistes, parce que, pour le menhir, le redressement de la France passe par les élections. D'abord, le régime présidentiel équilibré par une assemblée élue au scrutin proportionnel. Non, il n'a jamais tenté de putsch. Il n'a même pas fait partie de l'OAS, qui faisait des attentats contre De Gaulle. Il a toujours joué le jeu démocratique. Mais est-ce que la démocratie a joué le jeu de Le Pen, en lui faisant sans cesse porter les valises de la Seconde Guerre mondiale? C'est vrai que dans son bouquin, il lâche de la tendresse pour Franco, et qu'une dictature éclairée, ça lui aurait pas filé des boutons. Étrange vu d'ici. Nous qui vivons en démocratie. Oui, peut-être. Et pour charger la mule, on l'a aussi critiqué parce qu'il était copain comme cochon, si je peux dire, avec le méchant irakien Saddam Hussein, un arabe. On l'a aussi accusé d'avoir monté une maison de disques pour publier des documents fachos. En fait, il en a fait 146, et c'était un moyen de gagner sa croûte. Mais il se justifie mieux tout seul. Les chansons et musiques du Front Populaire que j'ai enregistrées avec la chorale de la CGT, qui ne s'est pas trouvé, voyez, dégoûté d'enregistrer chez Le Pen. Et puis, je comptais vous l'offrir, mais c'est le dernier qui me reste. C'est le Lénine et les commissaires du peuple. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Inégalité des races, mais il ne faisait pas d'hierarchie. Et ne visait personne, donc c'était pas condamnable. Mais sur le qualificatif de raciste, l'histoire lui tient la chandelle. C'était un grand homme, qui n'était pas raciste, qui était généreux, qui était très cultivé, que j'aimais beaucoup. En 1956, lorsque notre diable est élu plus jeune député de France, le suppléant de sa liste est Robert Sauvage, un héros de la France libre, un homme de couleur, comme il faut dire. En 1957, il présente un arabe à la députation à Paris. En 1986, il est le premier à faire élire une femme musulmane au Conseil régional de Paris. Mon personnel est noir, le cuisinier est noir, ma déléguée à l'outre-mer est noire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque peut-être. Il est aussi, par exemple, le parrain d'une des filles de Dieudonné. Tourniquet. À noter aussi cette couillonnade nationale, où sur les îles, le FN fait toujours de très bons scores aux élections. Le menhir ne s'est jamais flatté d'être blanc, ni catho. Il avait d'ailleurs un grand respect pour l'islam, contrairement à Zemmour. Oh, eh ben voyons. Et il ne s'en prenait pas aux immigrés, mais à l'immigration. Aujourd'hui, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés, ils ne sont pas responsables de la situation. Sa ritournelle, c'était « les Français d'abord ». Et vu le taux de natalité dans les pays du Sud, il y voyait une submersion. Et aussi une conséquence néfaste pour les travailleurs. C'était un point de vue que le rouge tomate Georges Marchais partageait. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. À ce moment-là de mon enquête, j'avais un sacré problème avec le noir de mon cas de couleur. Et je pensais en avoir terminé. Mais j'avais oublié un point de détail. Vous avez la référence? Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Il a le droit de faire ça. Alors là, on va être sur le fil et la température va monter de 10 degrés. Et est-ce son soutien à la Palestine qu'on lui reproche? Toujours affirmer que la Palestine avait un droit immémorial à l'existence, à un territoire et à une patrie. Mais c'est pas le blême. Et je vous passe la fameuse phrase. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, on est dans le vif. Et c'est interdit de comprendre. Circulez, il n'y a rien à boire. Circulez, il n'y a rien à boire. Va falloir être attentif car c'est un point de détail qui va le diaboliser jusqu'à l'os. Ça va lui pourrir la vie au menhir.
Ça a résonné jusque Neptune. Et le lendemain, il y a même les clébards qui attendaient devant la radio pour commenter l'affaire. Et quelle affaire! La bête immonde était de retour, et on avait remis 3 sous dans la boîte à pleurniche. On avait outragé le crime des crimes, le génocide au centre de l'histoire de l'humanité, qui permet aujourd'hui, mine de rien, d'en commettre un autre de génocide. Vous pouvez répéter la question? Ah oui, la question. Parce que le menhir répondait à une question. Sur le fond, que pensez-vous des thèses de messieurs Forisson et Roch? Ça, c'est de la montre de précision, hein. Faut connaître, faut être culturé. C'est vraiment le point qui peut changer l'avenir de la France. Bref, c'était un piège. Et le menhir est tombé dedans. Vous pouvez répéter la question? Ah oui, la question. Le professeur Forisson questionnait les chambres à gaz, leur dimension par rapport au nombre de victimes, etc. Je résume en gros, mais évidemment son travail faisait scandale. Là, je te vois kéblo. Je t'avais dit que la température allait monter. Alors, sa réponse, et je te la tranche en salsifie. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Déjà, ok. Il ne le dit pas. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question. Il avoue qu'il n'en sait pas grand-chose, mais mauvais point déjà. Il se questionne. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je te traduis que c'est pas si important tous ces baroufs autour des chambres. C'est donc de savoir la manière dont ces gens ont été tués qui serait un point de détail. Il ne remet nullement en cause le génocide mené par un taré, ni son existence, ni le nombre de victimes. Mais il va se reprendre de suite. Pour être clair, il a reniflé le piège. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Mais trop tard, la bombe est lâchée. Les chiens vont pouvoir se déchaîner. Ils seraient donc antisismiques, révisionnistes, négationnistes, nécrophages, reptiliens, et j'en passe. Remarque sur cette histoire de point de détail, il n'a jamais fait marche arrière, malgré tous les ennuis, en tentant toujours d'expliquer ce qu'il n'avait pas dit. Les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Oui, absolument. Cette fois encore, il fut condamné par la justice, et sa fille le vira de son parti. Que je répète qu'il ne nie rien, mais affirme que cette question de chambre à gaz est un détail, dans le sens acheté au détail. Une partie d'un tout, et non un détail dans le sens sans importance. Un détail, quoi. Après, bon, le menhir était joueur, et fallait pas le chauffer. En 1988, Michel Durafour, ministre de gauche, qui n'a pas oublié d'être arriviste et con, appelle à exterminer le Front National. Rien que ça. Alors le menhir lui répond: Durafour crématoire, merci de cet aveu. Ce calembour est pas mal, mais ça va lui attirer scandale et frais de justice. Par contre, Durafour avait le droit d'appeler à exterminer. C'est pas violent. C'est pire que la chouille ici. Parfois, il faisait aussi des blagues un peu limites, le menhir. Monsieur Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en délie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Il s'est justifié en disant qu'il ne savait pas qu'il était juif. Je pense surtout qu'il voulait se marrer un peu et faire rager sa fille en pleine croisade de dédiabolisation. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Mais malgré l'acharnement des associations communautaires habituelles, qui scrutaient chacun de ses bons mots, il n'a pas été condamné. Dire donc qu'il était antisémite pour un point de détail de l'histoire, pour quelques blagues, c'est pas concluant non plus. À la fois, j'ai pas sondé son âme. Mais quand même, c'est pas de sa faute si son humour était parfois limite. De l'humour noir, qu'on appelle ça. Il fait vraiment froid, il pleut, mais il pleut blanc. Et voilà, enquête terminée. Et malgré le sujet, je n'avais pas été le pénisé. Allez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commettre un commentaire. Et valsez, saucisse. C'était bien, il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord. Allez hop, on reprend le tout. Hop.